Alors, je m'appelle Marie Millet. Je suis à la fois psychopraticienne, hypnothérapeute. Je travaille dans un cabinet à Yverdon et par ailleurs fondatrice de l'école HNES, qui est l'école qui forme des hypnopraticiens et des gens à la PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai fondé cette école en 2013 en Suisse. J'ai travaillé pendant bien des années sur la France, à Paris et puis en Vendée. Et après avoir travaillé en cabinet durant 13 ans là-bas, je me suis réinstallée en Suisse, Suisse d'origine, et j'ai créé à la fois l'école d'HNES et également j'ai ouvert mes cabinets ici en Suisse. Euh, Lorsque j'ai créé cette école, le but, c'était de pouvoir ouvrir la possibilité à des personnes intéressées par l'hypnose, mais aussi parce que le coaching, l'assistance à des personnes qui ont besoin d'une relation d'aide euh, et de pouvoir donner des informations, donner une formation complète à tous les gens intéressés par l'hypnose et par le métier d'hypnothérapeute. Et puis, au bout de quelques années, je me sentais un peu seule dans mon petit monde à moi et dans ma bulle. Et j'ai eu besoin d'ouvrir de nouvelles perspectives à la fois à l'école et puis à mon mental aussi. Je pense que là, j'ai su développer ce qu'est le thème d'aujourd'hui, mon intelligence relationnelle, parce que j'ai cherché à regrouper autour de moi des personnes compétentes de qualité afin que l'on puisse collaborer et que l'on puisse regrouper nos compétences. Et puis, on a donc créé une société. Et je vous présente deux là, de mes collaborateurs qui sont Patrick de Sepibus qui anime et qui est notre technicien préféré, bien plus doué que nous les filles, sans vouloir faire de différence entre les garçons et les filles. C'est notre réalité, en tout cas, dans le groupe HNES. Merci Patrick à toi de t'occuper de tout cela. Et puis, je vais vous passer la main pour vous présenter et pour présenter également le thème du jour, c'est-à-dire l'intelligence relationnelle qui, pour moi, regroupe un ensemble d'abord de compétences qui nous permet de vivre des relations qui soient larges et harmonieuses, constructives. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue Christelle. Alors, donc moi, je suis Isabelle Pernet. De profession, je suis assistante de direction. J'ai suivi de nombreux cours de développement personnel, que ce soit en PNL, application de la PNL dans la santé. Et pour poursuivre, j'ai suivi une formation d'hypnothérapeute où j'ai obtenu un master. Ça fait 7 ans que j'ai mon cabinet où je reçois des patients à raison de 1 à 2 par semaine, puisque c'est en parallèle de mon activité professionnelle. Et quand Marie m'a proposé de rejoindre la HNES en tant qu'enseignante, j'ai trouvé que ce défi me parlait énormément et je suis une personne qui aime beaucoup transmettre. Et à ce titre, je me réjouis de cette aventure. Et si on veut revenir sur l'intelligence relationnelle, c'est évidemment celle-ci qui nous permet d'interagir avec toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit au plan privé ou professionnel, de la façon la plus sereine et la plus harmonieuse, et d'élargir un maximum l'éventail de nos possibilités pour pouvoir, que ce soit travailler dans des conditions très agréables ou avoir une vie privée et personnelle la plus épanouie possible. Merci beaucoup Isabelle, fantastique, superbe. Alors, je me présente aussi, hein, Patrick de Sepibus. Donc, j'ai découvert le développement personnel après avoir vécu quelques challenges dans ma vie. C'était en 2007 et c'était à travers un cours de communication et justement l'intervenant parlait de cette intelligence relationnelle, de cette intelligence émotionnelle
de la compréhension des autres. C'était totalement nouveau pour moi. Alors même si j'en appliquais un peu une partie, mais surtout je me suis rendu compte de la différence des gens. Et depuis, ben, je n'ai cessé d'apprendre là-dessus et surtout de mettre en pratique ce qui m'a permis de faire fonctionner des équipes d'une façon, on va dire, haute performance. J'ai entre autres dirigé une école hôtelière qui est devenue dans le groupe d'écoles un peu la référence pendant un moment. Et je pense que c'était entre autres grâce à différents outils d'intelligence relationnelle, avec la connaissance peut-être des types de personnalités de chacun, ou en tout cas une, une perception déjà améliorée de ce que vivait l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que malheureusement, on n'apprend pas à l'école. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir partager un petit peu aujourd'hui. Un petit peu parce que c'est une question de temps. On pourrait en parler des heures, je pense, entre Marie, Isabelle, moi et Christelle peut-être. On va découvrir Christelle. Que je remercie d'être là. Je remercie bien sûr aussi tous les gens qui nous regardent ou qui vont regarder cette conférence participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes invités à pas juste venir écouter ce qui est partagé, mais surtout partager aussi vos expériences, votre savoir, peut-être même le confronter à ce qui est dit. C'est avec grand plaisir que nous ouvrons une discussion en paix, une vraie discussion, une vraie communication, c'est-à-dire une où elle commence, qui commence par l'écoute des autres. Alors j'ai envie d'écouter, et si Christelle a envie, on ne veut pas vous obliger à vous présenter non plus, si Christelle a envie de se présenter, nous sommes à ton écoute. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Oui, ce sera peut-être plus simple. Ce sera peut-être plus simple. Donc nous sommes à ton écoute. Alors, bonjour Christelle. En fait, je suis un petit peu par curiosité écouter cette conférence. Donc, moi, je n'avais pas compris la subtilité participative et comment se planquer derrière l'écran, mais c'est pas grave, ça va la surprise du jour d'être un petit peu plus exposée. Pour moi, je suis une personne qui a un fonctionnement bien à elle, et du coup, il y a un petit peu parfois de c'est un petit peu difficile les communications avec les gens. Donc, dans un sens et dans l'autre, que ce soit moi quand je m'exprime, des fois, je vois l'incompréhension sur le visage de l'autre. Bon, bah, ça n'a pas dû fonctionner. Je ne sais pas ce qui s'est. Oui, quelque chose a dû foirer quelque part, et puis bon, voilà. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Des fois, je me dis non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font tous ces trucs là autour? Ouais. Ils ne veulent pas juste dire ce qu'ils veulent, et puis dont ils ont besoin, ça ira plus vite. Et bah, du coup, je prends ça comme un challenge pour apprendre le fonctionnement, un peu comme avec un mode d'emploi. Bon, bah, y a des gens avec qui j'ai un peu des difficultés à communiquer, donc je vais apprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et aussi ce qu'ils attendent de moi quand je m'exprime pour que ce soit le plus fluide possible, le plus doux possible, pour que ce soit plus agréable pour eux et pour moi. Donc, au niveau personnel, j'ai intégré ça maintenant depuis plusieurs années sans une quelconque formation ou quoi que ce soit, simplement en étant beaucoup plus moi-même. Et ça marche très bien au niveau de la famille, au niveau de mes relations personnelles. Au niveau professionnel, c'est un peu plus compliqué avec tout ce qui est censé être un petit peu norme et comment est-ce qu'on est supposé faire. Il y a des gens à mettre en copie, il y a des gens à pas mettre en copie. Moi, ça me dépasse complètement, je ne comprends rien. Et j'aimerais en fait aller un peu plus loin dans la compréhension de comment est-ce que je peux faire pour collaborer avec les gens pour que ça se passe bien, puis que je doive pas, que ça commence pas à devenir des tensions, des problèmes, et puis que ça fait genre mes journées de travail simplement. Super, bah, j'espère qu'on va pouvoir amener des réponses et même j'en suis convaincu qu'on va amener certaines réponses. En tout cas, on va planter des graines par rapport à la subtilité de la relation humaine. Car en effet, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant que vous avez dit, c'est en famille, ça fonctionne encore assez bien. Et qu'est-ce qui se passe en famille, c'est que les gens, ils vous connaissent. Et donc, c'est peut-être plus facile. Et vous aussi, vous les connaissez à force. Pour les gens qui ont des enfants, les enfants sont extrêmement doués pour comprendre comment tirer avantage d'un parent, d'un autre, d'une petite sœur, d'un grand frère, d'un cousin, d'un oncle, de grands-parents, parce qu'ils n'ont encore pas déformé cette intelligence relationnelle qu'on a en fait tous. Et je vois Marie qui hoche de la tête, donc je suis sûr qu'elle a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, alors je parlerai de tout ce qu'on a comme forme d'intelligence et c'est pour ça que souvent les interactions peuvent être plus compliquées. En fait, une étude a été faite à propos de l'intelligence émotionnelle, mais de l'intelligence relationnelle. Et qu'est-ce que c'est que tout ça ont été définis
8 formes d'intelligence. C'est-à-dire que suivant à qui on a affaire, et tu parlais des enfants, Patrick, j'ouvre là une parenthèse parce que l'enfant, il est une éponge émotionnelle. Donc, il reçoit des autres toutes leurs intentions avant même qu'ils aient parlé. C'est pourquoi ils sont aussi facilement en lien et où ils sont aussi facilement, ils savent percevoir et presque profiter de la situation, trouver des ouvertures parce qu'ils ont ressenti que c'était possible. Et ils vont même parfois pousser le bouchon tellement loin qu'ils vont faire en sorte que ça fonctionne. Ils vont jouer donc sur les émotions d'autrui. Mais tout cela de façon bien inconsciente, évidemment. Quand on est adulte, dans la relation professionnelle particulièrement, ce qui est à comprendre, c'est que on a souvent des réactions un peu encombrantes qui vont nous empêcher d'entrer en relation avec quelqu'un qui a une intelligence qui serait, par exemple, visuelle et spatiale ou naturaliste, alors qu'on est plutôt dans une intelligence extrêmement relationnelle ou rationnelle, logico-mathématique. Ça ne matche pas. Et on va s'expliquer, comme disait Christelle, d'une certaine manière, avec en face quelqu'un qui est imprégné d'une autre forme d'intelligence en priorité, parce qu'on les a les 8, évidemment, mais à des niveaux plus ou moins élevés, selon nos passions, selon notre éducation, selon nos sensations aussi, ce que l'on a perçu dans notre petite éponge intérieure. Émotionnellement, on s'est construit avec des formes d'intelligence plus ou moins axées. Alors, je vais peut-être vous citer ces 8 intelligences. Je ne sais pas par cœur, donc je vais vous les lire. L'intelligence verbale, c'est pas donné à tout le monde. La prise de parole en public, prise de parole face à certaines personnes, prise de position. Il s'agit de savoir manier la langue agréablement pour pouvoir s'exprimer. Pour certaines personnes, cette intelligence verbale n'étant pas présente, ça va les mettre dans un état interne de doute et le manque de confiance en soi va donc perturber leur discours, ce qui va faire qu'on a peut-être l'impression de ne plus pouvoir être compris ou de ne pas aller à l'essentiel de ce qu'on voudrait dire. Il y a une deuxième forme d'intelligence qui est, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'intelligence logico-mathématique. Celle-là, elle est carrée. Je vais droit au but. Quand je fais un téléphone, je prends 5 minutes et pas 25 minutes pour expliquer un truc. Et c'est pas donné à tout le monde. Parfois, pour certaines personnes, on doit raconter un peu de sa vie pour pouvoir arriver à dire la phrase qu'on voudrait dire. L'intelligence logico-mathématique va vraiment avoir un espèce de fil rouge qui conduit le but vers lequel on veut aller avec une logique imparable. On va beaucoup la défendre. D'ailleurs, ceux qui ont cette intelligence en priorité sont souvent en train de défendre leur coup de grâce sans vouloir le lâcher, en expliquant pourquoi. L'intelligence musicale serait une autre intelligence qui serait une grande ouverture à l'auditif, mais aussi à tout ce qui peut être quelque chose de plus doux. Donc évidemment qu'un logico-mathématique face à une intelligence logique musicale sera peut-être plus difficile à convaincre par une intelligence musicale. L'intelligence corporelle, il y a une attitude, il y a une posture, il y a quelque chose dans notre attitude qui se met en place ou pas. Quelqu'un de timide va être réservé, va chercher ses mots et va avoir une posture qui va prétériter son intelligence relationnelle. Il y a également l'intelligence visuelle et spatiale. Là, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé pour prendre ses repères dans un lieu dans lequel on se trouve. Je sais pas, on est invité à une soirée, pour certaines personnes, c'est tout ce monde et une espèce de flou. Pour d'autres, c'est je vois le cadre, c'est dans tel endroit, il y a tant de fenêtres, il fait clair, il fait sombre. C'est des références qu'on va prendre en priorité. Il y a l'intelligence naturaliste, des gens proches de la nature, ceux qui aiment les arbres, ceux qui font des recherches. Ça nous dirige aussi vers nos métiers et nos priorités de choix de vie, ces diverses intelligences. Il y a l'intelligence interpersonnelle qui
elle a un grand rôle évidemment dans l'intelligence relationnelle, puisqu'on va rechercher le contact et que c'est au contact des autres qu'on va se permettre d'exprimer, de grandir et d'être. Et puis l'intelligence intrapersonnelle qui, elle, va être plus sur un côté intraverti, avec je ne dis pas n'importe quoi, n'importe quand, je réfléchis, je pose mes phrases, j'ai besoin de prendre ce temps en moi avant de pouvoir exprimer ou donner une réponse quand on me pose une question. Il y a dans cette intelligence intrapersonnelle, il y a quelque chose d'une retenue. Et puis, les fondements de l'intelligence relationnelle qui nous permettent de reconstruire des relations harmonieuses et durables, c'est un peu le fait d'être dans la tolérance de ces 8 formes d'intelligence et dans la compréhension que en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne pense pas exactement comme moi. Donc, je vais utiliser dans mon discours tous les possibles pour toucher, par exemple, quand on enseigne, pour toucher ces 8 intelligences, pour faire passer mon message. Parce que si je suis juste centrée sur mon intelligence logico-mathématique ou sur l'intelligence intrapersonnelle, tous ceux qui seront dans le visuel, si je suis assise et que je ne bouge pas, ou qui seront dans l'intelligence naturaliste, ça ne va pas beaucoup leur parler. J'aurai besoin d'aller aussi sur leur territoire. Et moi, j'appelle ça la tolérance de l'intelligence relationnelle. Voilà, je laisse la parole à mes amis, mais à Christelle, si jamais, par rapport à ce que je viens d'exprimer. Alors, merci beaucoup, Marie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai coupé les micros, ça évite comme ça les petites résonances qu'on peut avoir. Donc, quand vous avez à prendre la parole, soit vous faites des grands signes avant, ça c'est pour les gens visuels, hein. Soit vous mettez quelque chose dans le chat, ça c'est des gens peut-être qui ont besoin de s'exprimer plutôt par écrit. Et merci pour ce rappel de ces différentes intelligences. On peut bien sûr, dans chaque, aller extrêmement loin, et c'est ça qui est fantastique. Et une des premières clés, et Marie, tu l'as dit, hein, c'est déjà de comprendre ces intelligences, de les reconnaître. Donc, de voir déjà chez moi comment je fonctionne, et puis ensuite chez l'autre comment il fonctionne. Alors, quand je ne sais pas, et comme l'a dit Marie, bah, si j'enseigne, j'ai peut-être une classe de 10, 20, 30 personnes devant moi, ou dans d'autres pays, des classes de 50, voire 100 personnes, hein, ça existe aussi. Donc, là, je dois m'adapter et en tout cas, je dois transmettre mon message des différentes façons et d'utiliser certains, alors je ne vais pas dire protocole, ce n'est pas le bon terme, mais certaines façons. Hein, peut-être que je vais faire une partie en chantant, non, plutôt en faisant chanter les élèves parce que c'est justement l'intelligence musicale qui va leur parler. Et puis, on rejoint aussi ce qui a été dit dans une de nos autres conférences par rapport au VACOG, hein, où certaines personnes sont plutôt visuelles, auditives, kinesthésiques, c'est-à-dire que c'est plutôt les sensations, ou gustatives, hein, c'est toujours par rapport à nos sens, en fait. Et j'en ai oublié une, VACOG, l'odorat. Merci. Et, et donc, d'avoir déjà cette compréhension, c'est la première chose, je pense, qui est importante pour que ce soit plus instinctif comme l'enfant. Hein, et puis après, on l'a un peu laissé de côté parce que, entre autres, l'école traditionnelle, en tout cas, nous apprend beaucoup à utiliser notre intelligence analytique, hein, cette intelligence, on va dire, mathématique, analytique. Alors là, pour rassurer tout le monde, hein, si on améliorait ça, on va utiliser un peu l'intelligence analytique mathématique, 75% des gens seraient beaucoup plus efficaces. On met un petit chiffre et du coup, hop, ça rassure les gens qui sont très analytiques. Et puis le mieux, c'est de mettre encore la source pour comme ça, ils peuvent aller vérifier, réfléchir. Tout ça, je suis en train de me perdre parce que je raconte plein de choses en même temps. Mais voilà, l'idée, donc, c'est déjà la première chose, c'est de se rendre compte, OK, comment je fonctionne, et après, de comprendre les différentes sortes d'intelligence, parce qu'en même temps, ça me permet de voir comment l'autre fonctionne si je suis en interaction. Et comme Christelle disait tout au début, ben voilà, dans sa famille, c'est plus facile parce que eux, avec le temps, ont compris comment l'autre fonctionnait. Et ça permet du coup de s'adapter
où des fois on ne s'adapte pas, on dit bon, ben, juste que lui il fonctionne comme ça, et puis je ne sais pas communiquer avec lui, hein, ça c'est aussi une chose, ça peut arriver. Mais en entreprise, c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce qu'on ne connaît pas obligatoirement l'autre, surtout si on débute dans l'entreprise ou si on a des nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est là où on a besoin, et je crois aussi que c'est Christelle qui l'a dit, elle nous a plein de ressources, Christelle, en fait, de déjà se respecter soi-même, respecter ses propres valeurs, d'être clair dans ma communication aux autres. Donc déjà, en expliquant comment moi je fonctionne, je vais aider l'autre à soit se rendre compte que s'il veut bien communiquer avec moi, il faut qu'il le fasse d'une certaine façon, soit déjà mettre certaines barrières par rapport à mon fonctionnement. Hein, et d'être dans mes propres valeurs, dans ma propre connaissance, c'est déjà une grande partie du travail, en tout cas je pense, hein, et Marie, Isabelle ou bien sûr Christelle, vous avez le droit de me contredire, et c'est un peu peut-être le but pour nous permettre d'avancer dans des réflexions là-dessus. Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou à consolider? Alors, rajoutez pas forcément, vous avez dit le principal, Marie et toi, Patrick. Ça y est, j'ai perdu le fil de mes pensées. C'est vrai que de comprendre déjà, d'une part, comment soi-même on fonctionne et de quel type d'intelligence va nous parler le plus, ça va nous aider dans notre façon à recevoir la communication et comme Patrick l'a bien dit tout à l'heure, d'être clair dans comment on peut, quelle manière est la meilleure pour communiquer avec nous-mêmes. Dans le même ordre d'idée, le fait de savoir qu'il y a ces 8 types d'intelligence et d'observer les gens, de regarder comment ils interagissent, de découvrir aussi avec le VACOG dont Patrick a parlé tout à l'heure, quels sont leurs canaux d'apprentissage, va aussi nous permettre d'avoir une communication beaucoup plus adéquate et une interaction avec les autres. Et je trouve que c'est aussi un aspect qui est particulièrement important dans le monde professionnel. Effectivement, comme Patrick l'a dit, dans le milieu privé, on connaît les gens nous connaissent, donc les choses fonctionnent de façon plus simple et plus symbiotique. Au niveau du travail, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a toutes les interactions au niveau hiérarchique. Il y a le fait de pas vouloir créer de vagues en faisant une communication à telle ou telle personne. En conséquence, le fait de comprendre comment les gens fonctionnent avec leur intelligence va nous aider à communiquer avec eux d'une façon la plus adéquate possible et surtout, en pouvant leur dire comment nous, on a besoin de recevoir les informations, va aussi leur éviter de nombreuses incompréhensions entre les personnes et entre les collègues ou entre supérieurs et employés. Oui, Marie? Oui, merci. Ce que l'on peut observer dans les relations professionnelles, c'est que la relation collaborative, quand elle a été mise en place et qu'on parvient à cette communication et à cette aisance relationnelle avec les autres membres de l'équipe de travail, eh bien, c'est qu'on a pu observer que quand ça fonctionne, on développe ce sens du contact et on crée ainsi des relations beaucoup plus agréables et surtout beaucoup plus productives. Donc, ça ne dépend pas que de la personne, mais aussi du groupe et aussi évidemment du manager d'équipe. Mais chaque personne peut ajouter sa pierre dans cette organisation. Et comment ça s'appelle là, ces alignements de pierres, je n'ai pas le nom en tête, qu'on met et qu'on voit beaucoup maintenant dans la nature. Il y a un nom à ces entassements de pierres là. Eh ben, c'est un petit peu ça, la collaboration dans une entreprise. C'est chacun va mettre sa pierre en équilibre par rapport à la pierre du dessous. Et celui qui va amener sa pierre, c'est-à-dire sa collaboration participative par une idée, par un échange, va faire grandir cette tour
qui tient dans un équilibre, mais qui va produire le résultat de cet équilibre. Et il est ô combien important dans une entreprise, et on le remarque de plus en plus, et c'est pourquoi il y a aussi de plus en plus de coachs qui sont formés et qui vont dans les entreprises pour accompagner certains managers à apprendre la communication et à mettre en place ce rôle de l'intelligence relationnelle. Donc, on voit combien chacun a une place importante dans une équipe pour pouvoir créer cette collaboration productive et agréable. Alors, merci Marie pour cette fantastique métaphore hein, de ces. Alors, aussi, je ne connais pas le nom de ces superbes sculptures en pierre. Donc, si quelqu'un connaît le nom et regarde cette vidéo, mettez-le en commentaire dessous, que ce soit en live ou en différé, peu importe. Et puis, déjà aussi, une autre chose, je voulais dire, on a beaucoup parlé du VACOG. Alors, je vous invite à aller voir peut-être nos autres vidéos de conférences où c'est entre autres cité. Mais ceux qui veulent, mettez un commentaire et je leur envoyais, pardon, je leur enverrai, vous mettez un petit commentaire avec votre email ou je prendrai l'email plutôt en commentaire privé, en message privé, où je vous enverrai un petit test pour voir justement vous, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique, plutôt, c'est plutôt l'odorat qui vous parle encore le plus ou le goût. Les trois premiers étant généralement les plus classiques, on va dire. Et revenons à cette métaphore de ces sculptures, de ces entassements de pierre en équilibre. Pour poser une pierre sur ces entassements, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce genre de sculpture, ça demande énormément de présence. Hein, ça demande d'être présent, d'observer ce qui se passe devant soi et de prendre ma pierre. Je n'ai pas de pierre juste à côté, j'aurais peut-être pu essayer de faire devant vous. Et ça, c'est une des grandes clés de l'intelligence relationnelle, c'est d'être présent. Donc, quand quelqu'un me parle, je suis présent. Ou quand je veux communiquer avec quelqu'un, déjà au départ, je vais regarder la personne, je vais regarder comment elle est habillée, je vais regarder si on est sur Zoom, je vais regarder dans quel univers elle évolue. Hein, ça va déjà me donner certaines clés par rapport à mes connaissances du fonctionnement humain. Et puis après, je peux connaître un peu mieux le fonctionnement humain et me rendre compte que certaines personnes, par exemple, alors un exemple très facile, c'est les gens très perfectionnistes. Hein, si je vois quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, je peux me référer un peu à des images dans, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série Monk, hein, où alors là on est à l'extrême, je vois Christelle qui sourit donc elle s'en rappelle, on est à l'extrême du perfectionnisme où il y a des problématiques entre guillemets liées à ça, mais du coup je vais comprendre comment la personne fonctionne. Hein, et souvent des acteurs de cinéma, dans certains rôles, jouent très très bien des types de personnalités. Et donc ça va me permettre de dire, tiens, cette personne, elle ressemble à cet acteur, dans ce film, il réagit comme ça. Alors c'est peut-être une réaction que j'ai envie d'avoir, donc je vais la promouvoir, ou au contraire, c'est une réaction que je vais éviter, hein, parce que je vois que si je fais ça, ça le met en colère, ou qu'il arrête de communiquer avec moi. Donc déjà, cette présence que j'ai besoin pour observer, et sur la métaphore de ces sculptures, je dois observer pour trouver le premier point d'équilibre, où c'est que je vais pouvoir poser ma propre pierre. Et là, on revient à soi-même, ma pierre, comment moi je fonctionne. Hein, est-ce que je suis justement quelqu'un de perfectionniste ou plutôt je suis quelqu'un qui adore le relationnel, qui parle beaucoup, qui a envie de savoir comment les autres sont, est-ce que ça va bien, je vois que tu es en pleine forme aujourd'hui. Il y a des gens comme ça qui vont mettre beaucoup d'intention sur l'extérieur, sur les autres. Et je peux comprendre que si j'ai envie de communiquer avec eux, c'est des gens qui vont être plutôt dans le relationnel, hein, dans le côté même émotionnel. On parlait d'intelligence émotionnelle. C'est des gens qui ont une très, très grande intelligence émotionnelle. Quand vous dites quelque chose, eux, ils sont capables même de percevoir vos besoins avant même que vous-même, vous les ayez identifiés. Alors, des fois, ils se trompent, hein, ça n'aide pas, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, donc l'observation de la pierre sur laquelle je vais travailler, donc de l'autre, et l'observation de moi-même va me permettre d'améliorer cette intelligence émotionnelle. Et des fois, et là je pense que c'est une clé supplémentaire, c'est que l'observation ne va pas me suffire.
Et on a parlé grâce à Christelle. Et Christelle, si vous avez quelque chose à dire, hein, faites-nous signe. Vraiment, c'est le but, c'est de partager au maximum nos expériences, bien sûr, mais l'expérience des autres, et de voir comment ça peut s'appliquer dans des cas spécifiques. Et donc, des fois, l'autre ne s'exprime pas, hein, ou mon observation ne me permet pas de comprendre complètement l'autre. Et c'est peut-être aller chercher l'information en lui demandant: est-ce que tu préfères que tu sois copié ou pas dans l'email, hein? Ou quel genre d'email il faut que je te copie? Et certaines personnes disent aucun. Puis d'autres diront tous, parce qu'ils ont des fonctionnements différents. Certaines personnes, si on prend juste les emails, ont besoin d'avoir l'image globale, donc de savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça les rassure en même temps, parce que comme ça, ils n'ont pas l'impression qu'on parle derrière leur dos. Et puis, ça leur permet aussi peut-être de mieux réfléchir par rapport à une problématique future, parce que j'ai besoin de toute l'information. Et d'autres vont dire: non, non, je veux que l'information qu'on m'envoie, qui est spécifique que pour moi. Alors peut-être sur certains projets, il y a peut-être d'autres personnes, mais je veux avoir que cette information. Le reste, je n'ai pas envie d'avoir ce brouhaha que va amener un email copié. Mais si je ne lui demande pas, je ne vais pas le savoir, et je vais le savoir seulement le moment où la personne, elle sera énervée, et dans une réunion, elle va dire: mais arrêtez de me copier dans ces emails, ça m'emmerde. Hein? Ou au contraire, l'autre qui va dire: ah, mais je suis au courant de rien, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas. Et puis, alors ça, c'est peut-être celui qu'on a copié dans tous les emails, mais qui ne les lit pas parce qu'il est en copie et il ne lit que les emails qui lui sont destinés à lui. Et là, on est vraiment dans un questionnement qu'il faut faire vers l'autre. C'est-à-dire, j'observe, je suis extrêmement présent et j'essaie d'imaginer, mais ça reste mon imagination, ma perception du monde. Et ma perception du monde est vérité, hein, la mienne, c'est ma vérité pour moi, mais la perception du monde de quelqu'un d'autre, c'est sa vérité à lui. Donc, j'ai besoin aussi d'aller comprendre sa vérité pour pouvoir communiquer avec lui, pour être en relation avec lui. Donc, je vais aller lui poser des questions sur son fonctionnement. Un fonctionnement purement professionnel, ou si c'est mon amant ou mon amante, hein, qu'on soit en couple officiel ou pas, peu importe, ben c'est peut-être aussi intéressant d'aller explorer ensemble, par des questionnements, les valeurs de l'autre, de voir comment il fonctionne. Est-ce qu'il aime avoir un petit mot doux tous les matins à côté du lit quand il se réveille? Dans ce cas-là, si c'est extrêmement important pour lui, je vais peut-être le faire si j'ai envie de garder cette relation avec cette personne, cette relation exceptionnelle que je pourrais avoir. Donc, je vais m'adapter, mais je ne peux m'adapter qu'en ayant connaissance. Et souvent, parce qu'on a appris, malheureusement, surtout en Suisse, alors je ne sais pas si Christelle vient de Suisse, mais en Suisse, on a appris à pas trop parler de soi, on a appris à être discret, on a appris à ne pas parler des autres, etc. Donc, on a perdu, dans un sens, cette communication qu'on pourrait avoir avec l'autre pour mieux le connaître. Alors moi, je vais poser une question à Christelle. Est-ce que ça vous parle déjà tout ce qu'on a partagé? Et s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? Alors, oui, ça me parle. Hein. Il y a des choses qui, effectivement, me font des petits rappels. Je me dis notamment que j'ai fait pas mal de travail dans ma famille, justement, pour la partie de les informer sur comment je fonctionne. Et je réalise que je ne l'ai pas fait au travail du tout, parce que pour moi, ça ne se fait pas. Je me vois avec plus de difficultés, justement, à arriver avec... bon, voilà, écoutez, j'ai l'impression de parler d'un handicap ou quelque chose, alors que dans ma famille, ça s'est bien passé. Et puis, je vois bien à quel point ça a amélioré les choses. Ça me fait penser que c'est une grosse différence, en fait, de mon côté, en fait. J'ai pas fait le même processus, donc c'est sûr que le résultat va pas être le même. Donc voilà. Et là, je pense que la partie qu'il faut vraiment retenir, il y a vraiment les deux aspects dont on a parlé plusieurs fois. Bien comprendre comment on fonctionne, bien repérer nos fonctionnements à nous, et d'observer l'autre. Ouais, et lui poser des questions. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait tout ça, mais chez moi, je vois maintenant la partie qui manque. Mais... super, alors déjà, on a une piste d'amélioration pour Christelle. C'est ça, je vais faire des petits jeux maintenant, des tests. Je reviens vous donner un feedback dans un mois. Alors, avec grand plaisir, hein, Christelle, donnez-nous un feedback. Alors, quel genre de petits jeux vous allez faire? Est-ce qu'il y a des petits jeux que vous utilisez dans la famille qui Alors déjà, il faudrait que j'arrive à repérer ce que je peux donner comme information sur mon fonctionnement, qui soit des informations
je dirais pas neutre, mais qui ne soit pas dans quelque chose d'émotionnel, où tout à coup je me mettrai à pleurer et puis à faire quelque chose de « Mon Dieu, ça ne va pas bien se passer ». Comment identifier les choses, parce que je peux donner l'information sans que ce soit quelque chose de grave, de problématique. Donc ça va être un petit jeu. C'est déjà de préparer les choses pour que quand ça sort, ça sorte de façon un peu préparée, un peu… Je dirais, c'est le mot neutre qui vient, mais c'est pas ça que je cherche. Professionnel, justement, quelque chose d'acceptable avec les formes. Et puis, je vais continuer à poser des questions, mais je vais les réorienter parce que j'ai posé ces emails, c'est exactement le bon exemple. J'ai demandé comment est-ce que ça fonctionnait pour eux parce qu'on en est arrivé à de l'agacement. Il y en a 2 nouvelles qui avont commencé il y a moins d'1 an. Et on ne comprend pas. Il nous a dit qu'il faut nous mettre en copie de tout. Mais de tout, parce qu'il y a quand même certains emails qui sont juste en petit échange d'une ligne et tout. Puis on s'est mis à faire ça, mais les deux, on doute vraiment sur si c'est à ce point-là tout, ou bien si non, il y a quand même une limite, c'est tout ce qui est petit échange. Merci, il n'y a pas besoin, quoi. Donc, je vais aller plus loin dans le questionnement encore, plus ciblé, on va dire. Voilà, les 2 petits jeux que je veux mettre en place. Par contre, tu n'as plus le micro activé, donc on t'entend. Voilà, oui. Merci beaucoup. Bah, super, bravo Christelle. Et en effet, bah, voilà, en testant, après en revalidant ce que j'ai fait. Ça c'est aussi une chose souvent qu'on oublie parce qu'on a interprété d'une façon, on a fait quelque chose dans une interaction avec une personne. Et souvent, on oublie de revalider, est-ce que j'avais bien compris ce que ça veut dire ou au contraire, et là l'exemple de l'email de nouveau est superbe, merci. Au contraire, il y a peut-être des ajustements à faire ou après l'avoir fait, on se rend compte que c'est totalement inutile. Voilà, donc c'est vrai que d'aller, et ça c'est le principe de la délégation, hein, du management participatif, mais qui est aussi actuel et qui permet d'être extrêmement efficace, c'est je fais quelque chose, je vais aller chercher un feedback. De ce feedback, je m'améliore, peut-être que l'autre s'améliore, et du coup, la relation fonctionne mieux. Hein. C'est la même chose sur un processus, peu importe, si c'est un processus industriel, je le mets en place, je regarde comment ça fonctionne, s'il y a un problème, je vais analyser le problème, je vais l'améliorer, etc. Et on va juste appliquer la même chose sur nos relations d'êtres humains. Donc, ça reste très professionnel de le faire, hein, et ça montre justement des capacités relationnelles, entre autres, qui deviennent de plus en plus importantes, hein, qui sont souvent développées par les personnes seniors dans une entreprise. Hein, et c'est pour ça que les seniors, alors souvent il y a une peur des gens seniors qui ont perdu leur job pour dire mais voilà, mais maintenant je suis trop vieux, j'arrive plus à trouver quelque chose. Et quand en fait ils ont quelque chose à mettre en avant, c'est cette intelligence relationnelle que normalement ils ont acquis à force de travailler dans une entreprise, de rencontrer des gens, de voir comment les gens fonctionnent, parce que l'entreprise est devenue un peu leur famille. Hein, et c'est ça, donc ils ont appris à fonctionner aussi un petit peu différemment. Et superbe, Christelle, vraiment très, très sympa comme feedback. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou partir sur un sujet juste à côté? Avec le micro. Non, toujours pas de micro. On a perdu le micro de Marie. Voilà. Ça y est, j'y suis. Oui, merci Christelle hein, pour ces remarques et puis ce cheminement. J'ai envie de dire, moi, que pour que ça fonctionne, on a tous des aptitudes particulières à la relation. De toute façon, je crois que la communication, elle est inévitable. Après, il y a des étapes. Quand on arrive dans une entreprise, je pense qu'il y a cette première phase d'adaptation où on tâte le terrain, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, quelles sont les réelles consignes. Et effectivement, on a affaire, comme disait Patrick tout à l'heure, à des personnes qui vont transmettre quelque chose, qui connaissent tellement bien, qui vont nous donner des informations qui seront incomplètes ou qui en tout cas n'entreront pas dans notre réalité. Je pense que la persévérance dans la relation, elle est hyper importante. C'est-à-dire dans l'adaptation qu'on va avoir, il faut à la fois de la souplesse, de la tolérance sur ce qui nous vient dans l'entreprise, mais aussi une certaine fermeté dans nos besoins, dans l'expression de nos besoins. Et bien souvent, comme tu disais, Christelle, on n'ose pas. Il y a une espèce de retenue de quelque chose qui freine.
Mais quand on prend un peu de recul, hein, si tu regardes ça depuis chez toi, dans ton canapé aujourd'hui, tu te dis que finalement, tu as peut-être focalisé ton attention sur quelque chose qui n'était pas forcément utile à la construction de cette tour de pierre. Et à part ça, j'ai trouvé, parce qu'entre-temps, j'ai cherché le mot, ça s'appelle des cairns. Et ça s'appelle aussi le miroir de l'âme. Juste pour la petite histoire, cet empilement de pierres indique un chemin. Les fonctions des cairns varient selon l'observateur et le constructeur. C'est une rencontre avec leur bâtisseur, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on va mettre la pierre suivante, on rencontre celle qui est en dessous, mais aussi celle qui va venir en dessus. Et dans ce que je disais, l'adaptation, la persévérance, la fermeté, la clarté de nos besoins et une certaine prise de recul nous permet de nous focaliser vers l'essentiel. Comment je peux exprimer mon besoin par rapport à une donnée où soit il me manque quelque chose, soit j'ai interprété quelque chose qui n'est pas la réalité de l'autre. Et lorsque je vais pouvoir me mettre en lien avec l'autre, c'est que je vais arrêter d'interpréter, arrêter de croire que ce qu'il a dans la tête, c'est ceci ou cela, mais aller valider. Et l'intelligence relationnelle, c'est aussi cette validation qu'on va faire régulièrement et qui va nous permettre d'aller chercher la réponse dont on a besoin et de faire quelque chose sous la forme d'une construction qui soit active et même peut-être confrontante parfois, mais en tous les cas qui nous apportera des réponses. Et je pense que l'intelligence relationnelle, c'est vraiment aller chercher la réponse de l'autre pour pouvoir être sûr de ce que l'on nous a communiqué. En tout cas, dans le monde professionnel, euh, on n'apprend pas ça, comme tu disais, Patrick, on l'apprend pas à l'école, on l'apprend par expérience personnelle et par expérience émotionnelle aussi. Hein. Mais être émotionnellement intelligent, c'est nous permettre de nous orienter vers une confrontation constructive, justement, et pas avec des peurs hein, que l'on doit dépasser ou des croyances qui nous limitent, qui seront ces interprétations. S'il pense comme ça, s'il dit ça, c'est que. Si je n'ai pas validé, je ne pourrai jamais savoir. Merci Marie. Je vois que Christelle a souri quand elle dit si j'ai pas, quand Marie a dit si j'ai pas validé, je pourrais jamais savoir. Et ça doit rappeler peut-être une expérience personnelle. Et cette validation, hein, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et question à Marie, toi, quel outil tu utilises pour comprendre les autres? Quel est ton outil préféré? Mon observation, beaucoup l'observation de l'autre, me tourner vers la question justement qui va me permettre de connaître la réalité de l'autre. Je transmettrai également ma réalité, mon point de vue. J'aime bien faire un petit jeu avec mes patients souvent qui affirment certaines choses sans avoir eu la validation en face. Je vais simplement dessiner un 6 sur une feuille. Je vais poser la feuille entre la personne et moi. Et je vais lui dire quel est le chiffre que vous voyez. Elle va me dire un 6, bien sûr, parce que je l'aurais tourné comme ça. Et je lui dirai non, non, moi je vois un 9. À l'évidence, elle va dire bah, bien sûr, il n'est pas dans le bon sens pour elle. Hein. Bah, c'est exactement ça que je fais. Et c'est ça ma clé quelque part pour comprendre l'autre. Je vais aller voir quelle est la forme du chiffre qu'il a en face de lui, c'est-à-dire est-ce qu'il voit un 9 ou est-ce qu'il voit un 6. Selon comment sa pensée est tournée, selon comment il a appris le chiffre 6, il verra évidemment un 6, mais il est aussi un 9 si on tourne la feuille dans l'autre sens. C'est-à-dire chacun sa réalité. Je reviens encore une fois sur la tolérance de la différence, puisque c'est juste, tout le monde a raison, personne n'a tort, et pourtant j'avais raison. Mais quand je le sais, ça me permet d'être beaucoup plus tolérante et beaucoup plus constructive avec le projet à venir hein, de ce que j'ai besoin de savoir de la personne. Pourquoi tu vois un 6? Pourquoi il a cette forme-là pour toi? Qu'est-ce qu'il signifie? Voilà, c'est ma clé, ça. Et puis, est-ce que tu as des modèles du monde prédéfinis, genre il y a des tests de personnalité, genre MBTI ou Structogramme ou comment il s'appelle l'autre? Non, je ne sais plus. Ennéagramme, Enneagramme, oui.
un qui est très utilisé en entreprise aussi, ou intelligent. Il y a énormément de tests de personnalité. Je pense qu'il y en a un par mois, le nouveau qui sort. Est-ce que toi, tu utilises ça, ou est-ce que quelque part dans ton fonctionnement, tu vas l'utiliser sans aller faire le test aux gens, mais en les observant, tu les mets plus ou moins dans une, je vais appeler ça une caricature parce que ça aide, hein. J'utilisais tout à l'heure Monk comme Oui. exemple, parce que tout de suite, on a une image, on arrive à avoir des repères. Est-ce que tu utilises ça, par exemple? Alors, j'en ai beaucoup appris et j'ai fait pas mal de stages dans le domaine du développement personnel pour comprendre justement ces types de personnalités, les fonctionnements, même des cours en neurosciences que j'ai pris qui m'ont permis, à la fois par mes formations de thérapeute, de psychopraticienne et tout ce que j'ai mis à côté, par ma curiosité aussi, de me construire mon type d'observation. Je dirais que j'ai pas une recette, mais c'est plutôt un ensemble global qui part un questionnement qui est là assez construit, je dirais, va me permettre de définir et de valider ce qu'est la personne. Et cette définition, encore une fois, elle ne sera validée que par la personne. C'est-à-dire que pour moi, lorsque je cherche une réponse sur un questionnement par rapport à quelqu'un qui m'aura dit, par exemple, ah ben moi, je déteste mes voisins. J'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne-là et comment elle fonctionne. Et par les questions que je vais poser, ça va me permettre une approche de ce qui se passe réellement dans son système neuronal et dans son système de perception et dans son identité. Puis ensuite, je vais appliquer certaines techniques de programmation neurolinguistique qui vont me permettre de bien cibler et de révéler à la personne toutes ses ressources et tout ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire de lui ouvrir aussi une perspective de regard dissocié sur elle-même afin de lui donner une clé pour pouvoir modifier quelque chose si toutefois c'est nécessaire. Donc, je dirais que c'est un ensemble très global de mes perceptions, mais je ne fais pas de tri sur moi, je fais du tri sur l'autre. Et ça pourrait être la clé que je pourrais vous donner, c'est j'arrête de me dire moi, à sa place, je ferais comme ça, ou pourquoi elle fait ça, je la juge pas. Bien au contraire, je vais chercher à comprendre pourquoi elle se juge incapable d'apprécier ses voisins. Et du coup, j'aurai beaucoup de clés sur ses fonctionnements personnels, sur sa réalité et sur sa personnalité. Et dans mon travail, il est essentiel de pouvoir être centré sur la personne et non pas sur ma perception de ce que pourrait être la personne ou mon interprétation de ce qu'elle est en train de m'apporter. T'as pas de micro, Patrick. Voilà, oui. Oui. Et si tu avais un modèle que par exemple, quand tu enseignes à la CNES pour des gens qui vont devenir praticiens en PNL ou en hypnose ou d'autres enseignements, est-ce qu'il y a un modèle que tu utilises plus qu'un autre? Tu veux dire, allez lire ça ou allez voir cette référence? Alors, ce que j'utilise beaucoup dans l'enseignement propre, c'est à la fois un support visuel qui sert à certaines personnes, pas à tout le monde. Donc, qui passe des slides derrière moi avec des sujets, des images sur le sujet que je suis en train d'apporter. Un développement du sujet avec des exemples, des exemples concrets d'expériences, de vécu, de plusieurs types de personnes, justement. Et puis, avec une interaction en posant des questions directement à mes élèves. Et également, la dernière phase de l'accompagnement ou de l'enseignement, c'est de mettre les gens dans la réalité de l'exercice pour comprendre et l'intégrer dans les muscles. C'est-à-dire que, et puis ils ont un support de cours. Donc, j'essaie d'atteindre vraiment toutes les intelligences afin de pouvoir donner des informations qui vont rester. À savoir que dans la réalité, on parle pendant 1 heure et il va rester juste 10 minutes d'apprentissage. Ben ouais, tout ce qu'on dit, il n'y a que 20% qui va rester
pour chaque personne, mais ce n'est pas les mêmes 20% pour tout le monde. C'est pourquoi il est intéressant d'utiliser toutes ces intelligences et de toucher chacune d'entre elles pour que l'on puisse être en lien avec tous nos élèves. Et je pense que c'est ce qui fait la qualité de ce qu'on enseigne et de l'attention de la pédagogie que j'ai mise au point aussi chez HNES, par exemple. Et également la qualité de la thérapie quand j'accompagne quelqu'un. Et si on remet ça donc, sur l'intelligence relationnelle et comment l'améliorer, on peut voir, tu as parlé du visuel, hein, donc on pourrait imaginer que l'important c'est de l'observation de l'autre, hein, de voir comment il fonctionne. Après, tu as parlé d'utiliser des métaphores, hein, des histoires et souvent des exemples avec des personnes. Et là, j'invite les gens, quand ils ont quelqu'un en face d'eux, d'utiliser la caricature. Alors, la caricature, c'est peut-être un terme qui est mal perçu, mais c'est se dire, voilà, si je devais mettre cette personne dans un fonctionnement d'une personne connue, qui j'utiliserais? Donc, est-ce qu'il fonctionne plutôt comme une de, je sais pas, peu importe qui j'ai dans mon monde, hein, il y a des gens qui fonctionnent d'une façon ou d'une autre. Donc, comment ils fonctionnent? Ça peut être par rapport à un film, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, reprendre des personnes, des histoires, ou comme ça, quand j'ai la personne en face et que je suis en relation, alors déjà mnémotechniquement, ça va être plus facile de me rappeler comment elle fonctionne. Mais surtout, je vais pouvoir avoir des points d'accroche sur son fonctionnement. Et puis après, aller lire des livres, aller voir la théorie, aller chercher l'information pour améliorer encore votre intelligence relationnelle, que ce soit à travers les types de personnalités, que ce soit à travers les intelligences, que ce soit à travers le VACOG, que ce soit à travers des outils de PNL ou d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller chercher de l'info. J'ajouterais quelque chose. N'oubliez pas l'humour, parce que dans le dialogue, dans la relation à l'autre, le sérieux et la tête du croque-mort chez Lucky Luke, c'est pas très engageant. Donc, n'oubliez pas d'ajouter quelques touches qui soient plutôt dans l'interaction humoristique. Alors, moi, je suis pas très bonne dans retenir un gag et le répéter. Mais parfois, il y a des choses qui nous marquent quand même. Et j'ai entendu il y a quelques jours, oh ben celle-là, avec la tête qu'elle fait, coincée comme elle est, tu lui mets une olive mal placée, elle va te faire un litre d'huile. Donc, ça veut dire juste, si vous avez quelqu'un qui est vraiment avec une tête de croque-mort en face de vous, racontez-lui pas forcément l'histoire de l'olive, mais vous pouvez tout de même amener sa compétence intelligente vers quelque chose de plus détendu pour pouvoir faire passer un message et avoir un réel échange avec la personne et la détendre un peu parce que dans sa réalité, elle a juste un peu peur de vous, peut-être, tout simplement. Et on le reçoit peut-être juste comme un rejet. Non, mais celui-là, quel antipathique personnage. Alors que en réalité, derrière ce masque se cachent, et pour nous tous, nos peurs, nos défauts, nos complexes, etc. Donc, faire tomber le masque, c'est aussi aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière. Et l'humour, c'est une bonne manière d'aller chercher ça. Alors, merci pour ce partage, c'est très, très beau. On arrive à la fin de notre conférence et moi, j'ai presque envie de garder ça pour le mot de la fin parce que c'était tellement joli. Mais en fait, je vais donner le mot de la fin à Christelle, déjà pour la remercier de sa participation, même si elle n'était pas prête à être aussi engagée que ça au départ. Mais voilà, en plus, je pense que c'était bénéfique pour elle, mais aussi pour nous. Pour les gens qui nous regardent, je vous invite à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, donc qui m'entendent maintenant, hein, autrement ils ne m'entendraient pas, de mettre un petit like, de partager, mais surtout de mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie personnelle ou professionnelle pour améliorer votre intelligence relationnelle, hein, avec ce que vous avez entendu ou peut-être d'autres choses qui sont venues, qui sont juste des rappels dont on n'a même pas parlé. Dans ce cas-là, partagez-le, hein, ça peut toujours être utile aux autres. Qu'est-ce que vous allez faire, mettre en place pour améliorer votre intelligence relationnelle? Et Christelle, je te laisse le mot de la fin avant de terminer le live.
La pression. Alors, je vais commencer par vous remercier parce que c'était vraiment passionnant vraiment de vous entendre répondre les uns aux autres et ça ajoute beaucoup de vie en fait. On a des informations qui viennent de différentes façons de voir les choses et c'est vraiment le sujet de la conférence, donc c'est d'autant plus intéressant. Moi, je vais m'amuser avec mes petits jeux pour voir si je peux aller plus loin. C'est vrai que j'ai aussi suivi pas mal de cours dans mes formations de différents types de personnalités, de comment est-ce qu'il faut communiquer avec chacune, qu'est-ce qui braque les gens et tout, chose que j'ai complètement zappé en fait. Je peux parfaitement aller rouvrir mon classeur et au moins relire ça. Donc je vais faire ça aussi, rien que pour avoir la théorie. Et je finirai peut-être par rapport à l'humour, ça m'a bien fait sourire parce que chez moi, ce qui est dangereux, c'est que j'ai un humour qui n'est pas non plus compris. Ça fait partie des choses qui met un visage un peu bizarre sur les gens, souvent parce que je vais loin dans l'intimité, j'ai pas vraiment de barrière au niveau de la. Ben, on voit, je me confie, je parle volontiers, quand je me sens en confiance surtout. Ce qui fait que des fois, l'humour peut passer de façon un petit peu en travers de la gorge, genre les gens sont un petit peu gênés. Et en fait, j'ai plus fait un faux pas qu'autre chose. Donc, je l'utilise beaucoup, mais des fois, ouais, ça peut être dangereux pour moi. Donc voilà. Super, bah merci Christelle, merci Marie, merci à tous ceux qui nous regardent. Là, je vais terminer le live. On va encore rester 1 ou 2 minutes après, parce que techniquement, je n'arrive pas à tout faire en même temps. Alors, ça, c'est l'enregistrement. En tout cas, merci. Merci aussi à Christelle. Merci Patrick. Isabelle s'excuse. Elle a son ordinateur qui a bugué. Et donc, elle a disparu du cadre, mais elle nous écoute certainement. Donc, je vous donne rendez-vous à notre prochaine conférence interactive. Surveillez LinkedIn, surveillez Facebook. Vous aurez des informations sur notre prochaine rencontre. On le fait régulièrement et on a toujours beaucoup de plaisir à partager ces moments et ces thèmes. Et puis, vous retrouverez tout ça en replay aussi sur notre page LinkedIn et sur nos pages Facebook. Merci beaucoup et merci. je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.